On le sait maintenant depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle, l'IA, c'est un pilier central incontournable à l'administration pour lutter contre la fraude fiscale avec des technologies que vous connaissez ou pas. On va en parler, le data mining, la cartographie spatiale, le web scrapping. Eh bien, le fisc est capable d'analyser des quantités massives de données en un claquement de doigts. Mais cette transformation, ça va au-delà, encore une fois, de simples algorithmes. Quand on croise ces informations sur les transactions bancaires, sur les patrimoines immobiliers et même sur le comportement en ligne qu'on peut avoir, que chaque contribuable peut avoir, eh bien le fisc déploie une vraie machine de guerre, vous allez le voir, hein, pour débusquer les fraudeurs, les contrevenants. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Jérôme Barré, maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. C'est pratique, c'est ce qu'on dit souvent, on dit que l'IA, l'intelligence artificielle, a transformé les pratiques de contrôle fiscaux, du contrôle fiscal à Bercy. C'est ça, c'est la réalité, on y est. C'est la réalité, hein. Ça a commencé il y a plus de 10 ans, hein. On a changé les méthodes de contrôle à partir de 2015. D'une façon générale d'ailleurs, les gouvernements qui se sont succédés ont mis beaucoup de pression sur les fonctionnaires des impôts pour justement recouvrer, établir des contrôles et recouvrer, et on le sent bien sûr aujourd'hui avec une immédiateté entre le contrôle et le recouvrement. Donc ça dure depuis 2015, hein, bien avant l'adoption même du principe qu'on évoque aujourd'hui dédié à l'IA. 35 systèmes d'IA aujourd'hui sont déployés en cours de développement, donc 35 systèmes, dont 13 sont déjà pleinement opérationnels, donc ça va très vite. Ces outils permettent de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, de détecter les contrevenants, blanchiment d'argent, renforcer la lutte contre la fraude, ou également tous les mécanismes autour des douanes. Et elle facilite également la détection des erreurs sur les déclarations qui sont faites pour tout ce qui est déclaratif. Aujourd'hui, on le voit, vous envoyez votre déclaration avant le délai, en général dans les 48 heures, avant même la fin du délai qui était prévu, donc vous êtes prêt à l'avance, vous recevez un papier en vous disant « Ah, il y a une erreur qui est là ». Donc le système va très vite, le système fonctionne. Donc grâce à cette capacité de traiter les volumes, on va améliorer le rendement des contrôles fiscaux. Bon, quels sont les domaines où ces systèmes, justement, sont les plus redoutables, les plus efficaces? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que rien qu'en 2023, 56% des contrôles ont été engendrés par les systèmes d'IA, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à l'année précédente, et ça fonctionne. Et on passe par un projet qu'on appelle le ciblage de la fraude et la valorisation des requêtes. La réalité de tout ça, c'est de bien identifier et de favoriser le à coup sûr, plutôt que d'aller déployer des contrôles auprès de personnes qui vont dispenser beaucoup de temps, beaucoup d'organisation pour un résultat qui sera nul. On préfère valoriser justement les requêtes pour savoir quelles sont être les bonnes personnes, les bons systèmes que l'on doit contrôler pour arriver à un système qui va être efficace. Donc ça a permis, le sujet le plus emblématique, c'est les piscines. Les piscines. 140 000 piscines non déclarées, près de 40 millions d'euros de redressement et de recettes supplémentaires pour les communes et les intercommunalités. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes, légitimes d'ailleurs, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en termes de protection des données et donc d'éthique? C'est l'enjeu majeur, hein. C'est l'enjeu majeur parce que, évidemment, on met en place des mesures pour assurer que les informations collectées vont être confidentielles. La CNIL travaille sur le sujet. La recommandation, c'est de ne conserver les informations que pendant 1 an, et les informations utiles, mais vous ne pouvez pas empêcher un fonctionnaire des impôts d'avoir une clé USB, vous ne pouvez empêcher personne d'avoir des informations et de se promener avec. Donc c'est un vrai sujet. Et donc la Cour des comptes est également allée dans le même sens pour que l'on fasse attention à ce sujet. Donc généraliser l'IA, c'est aussi rentrer dans les problèmes éthiques, dans les problèmes d'information et de confidentialité. Bien évidemment, l'IA ne remplace pas les éléments humains, si je puis dire, mais sur cette partie-là, il y a un véritable enjeu et je pense que cet enjeu n'est pas fini. Et sur le plan économique, est-ce que l'IA permet déjà à l'État de réaliser des économies, mot qu'on entend souvent en ce moment? Alors les résultats sont encore partiels pour cette année, mais prometteurs, puisque certains systèmes d'IA ont permis de générer 20 millions d'économies par an, bien qu'on soit bien loin des 20 milliards. Ah oui, j'étais un peu surpris. Oui, mais je suis petit jeu parfois le vendredi. Ouais. 20 milliards, c'est pas mal sur les 60 20 milliards, c'est bien sur les 60. On est encore loin, mais c'est quand même bien, parce que ça veut dire que c'est du contrôle sur des sommes passives, c'est-à-dire qu'elles sont là, on n'a plus qu'à les récupérer, et donc ça marche bien. Et depuis 2015, l'État a investi 66 milliards dans ces systèmes, avec dans l'espoir de ce long terme, et que ça s'amortisse bien, de façon à réduire la dépense publique et aussi renforcer la détection de ces fraudes. Ouais, on se dit que ce déploiement de l'IA, c'est de nature à renforcer, à intensifier les contrôles fiscaux pour
pour les contribuables. C'est probable. C'est probable. Ça veut dire déjà, le principe, c'est que vous avez un contrôle sur pièce sur votre déclaration de revenus quand elle arrive sur le bureau du vérificateur, de celui qui traite. Déjà, vous avez une première lecture. Maintenant, et on avait déjà des lectures optiques aussi, ce qui vous permettait de cocher ce qui allait ou n'allait pas. Et déjà, le vérificateur, avec la lecture optique, il a déjà un certain nombre d'informations. Avec l'intelligence artificielle, donc on aura probablement une lecture optique aussi, mais plus fine, eh bien à ce moment-là, on va anticiper ces risques. La difficulté qu'on va avoir, c'est de se demander, quand on est un taxpayer, quand on est un contribuable, si à chaque fois que je déclare, je vais me retrouver avec une tonne de demandes, ou au contraire, si cette pression, qui ne doit pas être constante pour le contribuable ordinaire, elle ne va s'appliquer qu'aux contrevenants. Le priori, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Il y aura des tâtonnements. Donc je pense qu'on risque d'avoir des tâtonnements qui seront en fonction de l'évolution de la matière, de l'évolution technique. Et puis on ne peut pas exclure que, vous savez, c'est un peu comme les gendarmes, en disant tel village où les gendarmes sont un peu plus durs, ils vous contrôlent plus souvent. Eh bien, on aura peut-être des juridictions fiscales, des centres des impôts, où la pression sera un peu plus forte. Ça, on le verra avec l'usage. Dans les nouvelles méthodes pour traquer les fraudeurs, maintenant, l'administration regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les plateformes en ligne. Voilà, ça devient une mine d'or en matière d'information. Oui, c'est une mine d'or parce qu'on essaie de... Ça, c'est un sujet qui relève de tous les domaines fiscaux, enfin de tous les contribuables. C'est de savoir si oui ou non vous êtes en fait en train de faire du commerce sans l'avoir déclaré. Est-ce que oui ou non vous avez une activité occulte? Une activité occulte, 10 ans de prescription, 80% de pénalité. Donc pour l'administration, c'est vraiment fructueux. Donc si vous vendez sur le Bon Coin, si vous vendez sur eBay, si vous vendez sur Vinted, de façon habituelle, avec des volumes... Vinted, on n'est pas Vinted. Pardon, Vinted. Je l'utilise peu. Je le dirai à Lola. C'est pour ça, je le dirai à Lola. Donc Vinted, eh bien, si vous vendez régulièrement avec des volumes importants, on va vous ramasser. Et donc ce data mining, c'est justement engranger de l'information pour pouvoir avancer sur le sujet. Ce système aussi va recouper les données bancaires. Les données bancaires, et là on avance sur aussi le sujet, on avait un fichier FICOBA, qui est le fichier des comptes bancaires, qui est demandé par l'administration fiscale, notamment quand vous ne répondez pas très bien, ou quand elle veut préalablement, et qu'elle a un doute sur vous, avoir une étendue de tous vos comptes. Le fichier il est plus ou moins bien tenu, parce que parfois on vous redonne des comptes qui sont fermés depuis 20 ans, mais peu importe. L'administration là. Maintenant, ce que l'on veut faire dans la prochaine version de FICOBA, c'est de vérifier si oui ou non s'il y a du revenu. Ce n'est pas uniquement s'il y a un compte, c'est s'il y a du revenu. On va rentrer un peu plus dans la finesse de trait du sujet pour avoir de l'information de plus en plus précise et de façon à ce que vos enquêtes permettent au vérificateur, l'humain, de dire, avec probablement des pré-conclusions, dire bah, ça c'est une bonne cible, ça c'est une mauvaise cible. Je reviens sur notre mission de requête et de valorisation, c'est bien d'enquête et de valorisation, de requête et de valorisation, c'est bien de rechercher si oui ou non j'ai intérêt à perdre du temps sur ce contribuable ou pas. Ouais. C'est ça la recherche. Est-ce que ça signifie, au vu de tout ce qu'on vient de se dire là, Jérôme, que désormais maintenant, n'importe quel contribuable est dans le viseur des impôts? Alors dans le viseur non, mais il va passer sous le spectre de la lecture. Vous n'avez peut-être pas encore derrière votre tête le code barre, mais vous rentrez dans un code barre, c'est sûr. Mais ce qu'on va rechercher, c'est les comportements anormaux. Si vous êtes dans un comportement ordinaire, le sujet ne sera pas là. Donc, c'est quoi un comportement anormal? Un comportement anormal, c'est des distorsions, par exemple, entre vos revenus et vos actifs. Vous gagnez 700 € par mois, mais vous avez 10 millions d'actifs et vous n'avez pas hérité de vos parents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, oui, on avait d'ailleurs un article qu'on connaît, qui a donné l'objet d'un film bien vieux, qui est les signes extérieurs de richesse. En fait, c'était déjà ce système. C'était de vérifier la cohérence entre les revenus, donc les flux, et si vous voulez, vos comptes de bilan, vos actifs. Et donc, c'était déjà le sujet. Le train de vie. Alors, le revenu et le train de vie. Le revenu et le train de vie. Le revenu et le patrimoine. Absolument. Entre le revenu et le train de vie, le revenu et le patrimoine. Mais le train de vie, vous le retrouvez aussi dans le patrimoine. C'est un élément important. Bon, et sinon, il y a d'autres domaines que l'IA explore pour renforcer les contrôles. J'ai parlé de l'activité occulte. L'activité occulte, c'est un des sujets. Autrefois, c'était l'établissement stable, et on retrouve ces questions-là. On a un mécanisme déjà auquel quasiment tous les pays du monde ont accédé. C'est le CRS, le Common Reporting Standard. C'est ce qui vous permet, après toute la vague de régularisation qui avait commencé en 1988 sur les comptes non déclarés, c'est la possibilité d'un État de dire, tiens, monsieur J a un compte en Suisse. On ne dit pas ce qu'il y a dessus aujourd'hui. Ah, monsieur B a un compte en Suisse. Mais je ne l'ai ouvert qu'après vous, monsieur J. mais moi, je le déclare, monsieur J. Donc, l'idée, c'est que
on est bien, là encore, une cartographie. À partir du moment où vous avez un compte à l'étranger, on peut s'interroger sur le point de savoir si sur ce compte, vous n'avez pas des actifs qui sont eux-mêmes productifs de revenus, et pourquoi ces actifs productifs de revenus, les revenus n'auraient-ils pas été déclarés dans votre déclaration de revenus. Donc ça, c'est le sujet. Donc on va à nouveau recroiser les informations, on est au début. On peut penser que cette démarche, d'une façon générale, c'est ce qu'on voit. Quand il y a eu la question des régularisations, tout le monde s'est aperçu, au bout d'un moment, que les autres États faisaient la même chose. Là, on ne va pas être les seuls à mettre ce système en place. Après, ça va être l'adéquation avec des systèmes étrangers, mais on a fort à parier que les États vont se parler. Et il y a des clauses d'assistance administrative pour lever l'impôt ou pour le recouvrement qui existent dans les conventions internationales. Là, on va être au cœur du sujet. Évidemment, c'est la fraude transfrontière ou l'erreur transfrontière qui va être cherchée, évidemment. Bon, on s'interroge aussi, dernière question, sur les agents du fisc, les agents fiscaux. Quelle place pour eux dans cette ère de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle? Ils ont toujours leur place ou une place différente? Je ne suis pas un représentant de la force administrative et des inspecteurs des impôts. Ils ont leur place parce que finalement, une conclusion est un sujet, mais l'appréciation se fera toujours de façon humaine. Maintenant, une fois que le système sera en vitesse de pointe, est-ce qu'on aura besoin d'autant de vérificateurs fiscaux pour analyser les demandes qui ont été faites? Ça, je ne le sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, merci beaucoup. Explication très claire de Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Bonjour David. Au revoir David. Au revoir, joyeux Noël.